Bienvenue dans ce nouveau marché parlé. Alors je suis en train de me balader sur les quais et je voulais te parler de Bitcoin puisque c'est la semaine du Bitcoin, enfin en tout cas dans le Makercast. Et je voudrais qu'on règle aujourd'hui définitivement la question du Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'aimerais qu'aujourd'hui, à la fin de ce podcast, tu te dises, si ce n'était pas le cas, ok, j'ai compris ce que c'est qu'un Bitcoin, j'ai compris l'intérêt que ça pouvait avoir et j'ai envie de m'y intéresser ou pas, mais en tout cas, je peux faire des choix qui sont éclairés. Parce que j'ai remarqué une chose, et j'en parlais hier sur Facebook, c'est qu'on a tendance à mépriser ce que l'on ne comprend pas ou ce que l'on ne connaît pas. Et alors quand je dis ça, c'est pas une critique des autres, parce que moi je suis tout aussi victime de ça. Moi j'ai jamais compris un broc des maths et j'ai toujours méprisé les maths. J'ai toujours trouvé que c'était une matière qui servait à rien. Et pourtant j'imagine qu'il y a bien des gens à qui ça sert. Donc je pense que c'est quelque chose d'un peu universel et c'est souvent que quand on comprend pas quelque chose, ça nous fait peur. On a peur d'être largué et puis pour sauver notre ego un peu, on se dit que c'est pas très important, c'est pas très intéressant, c'est pas très utile, ou alors c'est pas vrai, c'est faux, ça va échouer, ça va pas marcher. Parce que finalement ça nous rassure, on se dit on comprend pas ça, mais si ce ça qu'on ne comprend pas c'est en train de révolutionner le monde, on n'a pas envie d'être largué. Et donc ce qu'on va avoir tendance à se dire c'est c'est pas grave, ça va pas révolutionner le monde, c'est pas très important. Et pourtant parfois c'est le cas. Et je voudrais te donner plusieurs exemples. Par exemple l'ordinateur personnel. Je sais pas si tu te rends compte qu'aujourd'hui on a quand même tous dans notre poche un appareil qui permet de tout faire, d'aller sur internet, de communiquer avec n'importe qui dans le monde. Et cet appareil là qu'on a dans notre poche, c'est l'ancêtre d'une vision qui était la vision de l'ordinateur personnel, puisque dans les années 60, les ordinateurs c'était des grosses machines qui servaient à des entreprises et personne n'imaginait en mettre une chez lui. Et puis certaines entreprises, Apple, Microsoft, ont popularisé l'ordinateur personnel et finalement la vision qui était celle de Steve Jobs au début, qui était un jour tout le monde aura un ordinateur personnel chez lui, elle s'est concrétisée, sauf qu'aujourd'hui tout le monde a un micro-ordinateur personnel dans sa poche, donc c'est même aller encore plus loin. Et à l'époque, il y a peu de gens qui y croyaient, il y a peu de gens qui misaient vraiment là-dessus parce que quand on voyait les ordinateurs, c'était un truc monstrueux. Un autre exemple, l'iPhone. Quand l'iPhone est sorti, alors faut s'en souvenir, c'est pas facile de s'en souvenir. Moi j'étais encore jeune, donc j'étais pas trop à fond dedans à l'époque, mais je l'ai lu. Quand l'iPhone est sorti, il s'est fait beaucoup critiquer. Il y a plein de gens qui ont dit c'est quoi ce téléphone hors de prix, cette espèce de gros écran, il n'y a même pas de clavier, puisqu'à l'époque, les smartphones de l'époque, c'était quoi ? C'était le BlackBerry. C'était des smartphones avec un clavier qui prenait la moitié du téléphone. La mode, c'était le mail, il fallait absolument pouvoir envoyer des mails. Et donc, il fallait un clavier. Et ça paraissait aberrant de pouvoir faire un téléphone sans clavier, avec juste un seul bouton en plein milieu. Et ce qui était assez rigolo, c'est que le patron de Microsoft lui-même, Steve Ballmer, s'était moqué grassement d'Apple en disant non mais attends, qui a envie d'un téléphone sans clavier à ce prix-là, ça marchera jamais. Et finalement, on sait qui a eu raison. Steve Ballmer avec ses Windows Phone n'est pas allé très loin. Et l'iPhone, on sait ce qu'il est devenu. Et donc souvent, cette réaction un peu de mépris. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que quand l'Apple Watch est sorti, il y a eu cette tentation aussi de dire que ça servait à rien. Mais tu vois, les gens ont fait un peu gaffe. Tu vois, les créateurs de montres l'ont pas trop dit parce qu'ils se sont dit il y a moyen de se faire ridiculiser dans quelques années. Mais là, ils auraient peut-être pu le dire pour l'Apple Watch, je sais pas. Bref, ce que je te disais, c'est que la raison pour laquelle on a envie de mépriser ces choses-là, c'est qu'on les comprend pas, ou alors c'est qu'elles nous menacent. Dans le cas de Microsoft, c'était une menace. Dans le cas des ordinateurs personnels, c'est qu'on comprenait pas pour qui allait avoir envie d'avoir ça chez soi, ou même on comprenait pas le principe de l'ordinateur personnel, on comprenait pas comment ça fonctionne. Et on connaît tous des gens un peu plus vieux, parfois c'est nos parents, nos grands-parents, notre entourage, qui est pas très à l'aise avec l'informatique et qui du coup déteste l'informatique et va donner une vision presque politique à ça en disant que il est contre l'informatique, voilà, que c'est pas bien, que ça sert à rien ou je sais pas quoi. Souvent juste pour justifier le fait que c'est pas quelqu'un qui est à l'aise avec ça. Et c'est ok, tu vois, de pas être à l'aise avec quelque chose. Et moi j'aurais te parler du Bitcoin parce que j'ai l'impression que le Bitcoin c'est aussi ce qui se passe. Tu vois beaucoup de gens qui sont assez bien placés, enfin ou pas, mais beaucoup de gens qui vont critiquer le Bitcoin, qui vont dire le Bitcoin ou les crypto-monnaies c'est un feu de paille, ça n'a pas marché, c'est une arnaque. Tu l'as vu récemment avec le directeur de la grosse banque JP Morgan qui a dit que le Bitcoin c'était du vent.
Alors lui, c'est probablement davantage parce qu'il était menacé que parce qu'il le comprenait pas, mais tu vois aussi les journalistes. Les journalistes, c'est toujours très rigolo parce qu'au début, ils comprennent rien, ils sont très méprisants. Ensuite, ils commencent à voir que ça marche, ils s'y intéressent. Et à la fin, ils font genre, ils ont toujours su que ça avait marché, tu vois. C'est vraiment typique journaliste. Toujours dans le présent, rarement dans le futur. Mais bref, tu voyais c'était assez drôle déjà, tu regardes sur BFM Business. Moi j'aime bien partager un peu ces vidéos là parce que c'est souvent une preuve d'autorité pour les gens. Tu regardes BFM Business, tu vois que tu avais des interviews qui dataient de 2015 où les journalistes se foutaient littéralement de la gueule du geek qui venait parler de son bitcoin. Il disait ouais c'est ça, vas-y achète tes bitcoins, moi je comprends rien, je sais pas ce que c'est de la magie votre truc, je m'en fous, c'est pas du vrai argent, tant que je peux pas le palper ça existe pas. Et aujourd'hui tu vois la même chaîne avec les mêmes journalistes qui en parlent mais d'une manière totalement différente, c'est-à-dire qu'ils ont compris que ça existait, ils ont compris qu'à l'époque où ils le méprisaient, depuis ça a pris 100 fois sa valeur, et donc là ils sont un petit peu plus, tu vois, ils font un peu plus attention à ce qu'ils disent et ils s'y intéressent un peu plus, ils le prennent un peu plus au sérieux. Et on s'en fout parce que c'est des journalistes. Moi ce qui m'intéresse c'est nous, c'est toi, c'est moi. Aujourd'hui on est face à une technologie qui va peut-être révolutionner le monde. Alors que ce soit le bitcoin en tant que monnaie ou que ce soit la blockchain dans ses multiples usages, on est face à une technologie qui peut révolutionner le monde, qui en a le potentiel. Et je voudrais pas que tu te dises aujourd'hui c'est de la merde, ça marche pas, c'est un feu de paille, c'est une arnaque. Non pas parce que tu as étudié le dossier, parce que tu t'y es intéressé et parce que tu as compris avec des faits que ça ne fonctionnait pas, mais parce que tu n'as pas compris et tu t'es dit comme j'ai pas compris, j'ai pas envie de comprendre et ça m'intéresse pas. Parce que ça c'est la réaction que j'ai eue au début. C'est la réaction que j'ai eue il y a à peu près 1 an ou 1 an et demi quand j'en ai entendu parler pour la première fois. Je me suis dit voilà c'est quoi ce truc de geek, je comprends rien, c'est pas de l'argent, ça veut rien dire. Et je suis passé à côté d'un truc qui aurait pu, tu vois, si à l'époque j'avais mis 5 000 ou 10 000 euros dessus, je les avais pas à l'époque, mais si j'avais mis 1000 ou 2000 euros dessus, aujourd'hui j'aurais été très content, tu vois. Bon, je l'ai pas fait parce que je comprenais pas, et comme je comprenais pas, j'avais cette tendance à mépriser ou à minimiser le truc. Et cette année-là, il y a quelques mois, j'ai décidé d'essayer de comprendre, même si c'est vraiment pas mon truc, parce que je suis pas un geek. Je suis pas un geek de l'informatique en tout cas, je suis pas matheux, tu vois. Jamais, je sais très bien que jamais je comprendrai parfaitement la technologie ou le code qu'il y a derrière la blockchain, mais j'ai compris le principe. Et je pense que c'est comme avec l'argent, c'est-à-dire qu'on comprend le principe de l'argent, on sait qu'il est imprimé par la banque centrale, on sait qui c'est qui le crée, on sait à peu près comment il circule. Après, ça veut pas dire qu'on comprend parfaitement comment on envoie l'argent d'un point A à un point B. Ça, on s'en fiche un peu, tu vois, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de savoir quel est le principe qu'il y a derrière et la solidité de cette technologie-là. Et le Bitcoin ne fonctionne pas sur une politique, comme c'est un peu le cas avec l'argent, mais fonctionne sur des mathématiques, sur de la technologie. Et ce qui assure la sécurité du Bitcoin, c'est pas un État, c'est pas des banques, c'est pas encore une fois une politique. Ce qui assure la sécurité du Bitcoin et des crypto-monnaies, c'est la technologie directement. Et moi je trouve que ces 30 dernières années, les gens qui ont eu le plus souvent raison, c'était pas les mecs en costard, c'était pas les journalistes, c'était pas les investisseurs ou je sais pas quoi. Les gens qui avaient le plus raison très souvent, c'était pas les banquiers non plus. C'était les geeks, hein. C'est les geeks qui ont vu arriver l'informatique personnelle, c'est les geeks qui ont vu arriver Internet, c'est les geeks qui ont fait tout ça. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui, bientôt les voitures sans conducteur, tout ça c'est des gens qui étaient plutôt profil ingénieur qui l'ont trouvé, tu vois, c'était pas des profils commerciaux, c'était pas des profils en cravate. Donc moi j'ai envie de leur faire confiance, j'ai envie de les écouter, au moins d'essayer de comprendre, au moins d'essayer de comprendre leur monde, même si c'est pas le mien à la base. Et j'ai essayé de comprendre le Bitcoin et je voudrais te l'expliquer avec des mots simples. Je voudrais te l'expliquer, j'ai un ami qui me l'a expliqué d'une certaine façon, qui a fait que d'un coup j'ai compris. Alors que j'avais vu plein de trucs sur internet, j'avais rien compris. Parce que très souvent, les gens, tu vois, plus tu t'y connais, plus c'est difficile de l'expliquer à un débutant, c'est toujours le même problème. C'est pour ça que j'ai fait une formation par un débutant pour les débutants. Attends, je vérifie que ça enregistre encore parce que j'ai un doute. Ouais, c'est bon. Donc, je disais, pour t'expliquer ça le plus simplement possible. Attends. Ouais. La blockchain. Alors, le Bitcoin est basé sur une technologie et c'est ça la vraie révolution qui s'appelle la blockchain. La blockchain, c'est quoi? C'est comme une liste. C'est comme une liste avec différents blocs qui composent cette liste et cette liste est mise à jour en temps réel sur tous les ordinateurs qui constituent le réseau. Ça veut dire que si toi aujourd'hui tu décides de recevoir et d'envoyer des bitcoins, que tu utilises le client Bitcoin officiel,
donc tu utilises le logiciel de Bitcoin officiel, tu vas avoir cette liste qui va se télécharger sur ton ordinateur, qui va être présente sur ton ordinateur. Et cette liste, elle va être mise à jour constamment, et dans cette liste, il va y avoir marqué, attends parce qu'il y a du vent, il va y avoir marqué absolument toutes les transactions qui sont faites avec le Bitcoin. C'est-à-dire que si tu fais une transaction avec le Bitcoin, cette transaction va être marquée sur cette liste. Et alors, qui s'occupe de ça? Qui s'occupe de mettre à jour cette liste? La différence avec une banque ou avec l'argent normal, c'est que c'est pas une entité centralisée, c'est tout un tas d'ordinateurs qui travaillent pour valider les transactions. Donc quand tu fais une transaction avec le Bitcoin, voilà ce qui se passe pour schématiser, hein. Évidemment, en vérité c'est plus compliqué que ça, mais pour schématiser, quand tu fais une transaction, quand tu envoies un Bitcoin à un ami, ou des centimes de Bitcoin à un ami, qu'est-ce qui se passe? Ce Bitcoin, cette transaction va être regroupée avec d'autres transactions dans ce qu'on appelle un bloc. Ce bloc-là va être traité par des ordinateurs de gens dans la chaîne du Bitcoin. Et il va être ajouté à cette liste et mis à jour en temps réel à toutes les listes qui sont présentes sur tous les ordinateurs. Ça veut dire que c'est un réseau qui est extrêmement solide. Pourquoi? Parce que si tu veux changer cette liste, donc en gros si tu veux voler des bitcoins, en fait il suffirait de changer la liste, mais si tu veux changer la liste, tu peux pas la changer à un endroit, il faudrait la changer sur des millions d'ordinateurs dans le monde, et c'est impossible en fait, il faudrait posséder un parc d'ordinateurs immense. Et ce qui se passe, c'est que pour créer des bitcoins, c'est ça en fait la force du système, c'est que pour créer des bitcoins, il faut valider les transactions. Il faut fournir la puissance de calcul nécessaire pour valider les transactions. Ce qui veut dire que, évidemment, ça demande, tu vois, il faut qu'il y ait des gens qui gèrent ça, il faut qu'il y ait des ordinateurs qui gèrent ça. Ça se fait pas tout seul, ça demande d'énormes puissances de calcul de faire tout ça. Et en fait, pour inciter les gens à fournir la puissance de calcul de leurs ordinateurs pour valider les transactions, ce qu'on fait, c'est qu'en échange, on donne aux gens des bitcoins. Et c'est comme ça qu'on crée des bitcoins. Alors ce qui se passait au début, c'est que c'était des gens dans leur coin, c'est-à-dire c'était des mecs chez eux avec leur ordinateur qui se mettaient à miner du bitcoin, c'est le mot qu'on utilise, c'est miner du bitcoin, donc c'est des mineurs qui utilisaient un logiciel qui permettait de valider les transactions et qui grâce à ça gagnaient des centimes de bitcoin. Ce qui s'est passé évidemment, c'est que y a des entreprises qui ont décidé de se spécialiser là-dedans, se spécialiser dans le minage de bitcoin. Et ce que tu vois aujourd'hui, c'est que dans des contrées en fait où l'électricité est pas chère, donc par exemple en Islande, tu en as beaucoup en Islande, ou alors en Chine, à côté des barrages hydrauliques, tu as ce qu'on appelle des fermes de bitcoin, qui sont des immenses data centers, des immenses hangars avec des tas et des tas d'ordinateurs qui minent du bitcoin toute la journée. Aujourd'hui, ça sert plus à grand chose de le miner toi-même tout seul dans ton ordinateur, parce qu'on utilise des ordinateurs spéciaux et parce que c'est beaucoup moins rentable qu'avant de le faire. En fait, ce qui se passe, qu'il faut bien comprendre, c'est que il y aura que 21 millions de bitcoins qui seront délivrés dans le monde. Quand les 21 millions de bitcoins seront délivrés, ce sera fini, il n'y aura plus de bitcoin à créer. Et aujourd'hui, on est déjà à 16 ou 17 millions. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les 16 ou 17 millions de bitcoins, ils ont été minés extrêmement rapidement, en seulement quelques années. Mais les derniers millions de bitcoins qui restent, ils vont être minés en beaucoup plus de temps, et on estime qu'il faudra à peu près 100 ans, je crois, pour miner les 21 millions de bitcoins. Il y aura toujours des gens pour les miner, parce que même s'il faut 100 ans pour le faire, évidemment le cours du bitcoin, le prix du bitcoin va continuer à augmenter, et même si c'est de plus en plus long de miner un bitcoin vaut de plus en plus cher, donc ça revient à peu près au même. Alors évidemment, il y a des gens qui s'inquiètent un peu de ça, parce que le but du bitcoin, c'est que ce soit décentralisé, et si tu vois des grosses entreprises qui minent du bitcoin, ça devient de plus en plus centralisé. Je dis pas que le bitcoin est exempt de problème, c'est-à-dire qu'il y a une communauté. Alors c'est l'inconvénient, pour moi c'est l'inconvénient que le bitcoin ne soit pas géré par une entreprise. L'avantage, c'est qu'il a une solidité extrême, c'est profondément une monnaie qui est hyper solide. L'inconvénient, c'est que dès que tu veux faire une mise à jour, évidemment l'informatique ça évolue rapidement, il faut mettre à jour le code. Quand tu veux faire une mise à jour, c'est compliqué, parce que tu n'as personne qui a le droit de décider. Donc tu as des sortes de consortiums en fait, où il y a plusieurs acteurs du bitcoin, les mineurs, les programmeurs, voilà, qui sont réunis ensemble et qui votent pour savoir qu'est-ce qu'on va faire comme mise à jour. Des mises à jour sont faites régulièrement, et ce qui se passe, c'est qu'à chaque mise à jour du bitcoin, le bitcoin est divisé en deux, l'ancienne version qui continue sa route et la nouvelle version. C'est ce qui s'est passé récemment quand il y a une mise à jour, donc on appelle un SegWit, où il y avait le bitcoin qui était divisé en deux bitcoins, le bitcoin et le bitcoin cash, et ça va arriver à nouveau. Bientôt il y aura le bitcoin et le bitcoin gold. La version bitcoin cash ou bitcoin gold, c'est le bitcoin qui n'a pas changé, c'est la version classique, et la version bitcoin normale, c'est la version qui a évolué. Voilà, ça c'est à peu près tout ce que je sais, pour te l'expliquer le plus simplement possible.
Donc il y a plusieurs acteurs, il y a les gens qui l'utilisent, il y a des gens qui investissent dedans, il y a des gens qui le tradent, donc qui font des échanges pour gagner de l'argent, qui spéculent dessus, et puis il y a des gens qui le créent, les mineurs, qui aujourd'hui sont de moins en moins indépendants, et souvent c'est des grosses boîtes, des grosses fermes de serveurs en Chine, etc. Donc ça sert plus à grand chose d'essayer de le faire. Voilà à peu près comment ça fonctionne. Alors quand tu as compris ça, maintenant tu peux plus me dire que tu sais pas ce que c'est que le Bitcoin, que tu comprends pas. Donc maintenant, si tu veux pas de Bitcoin, si tu veux pas en acheter, si ça t'intéresse pas, si tu y crois pas, au moins tu peux expliquer pourquoi. Au moins tu peux donner des raisons. Tu vas pas juste te dire parce que tel banquier a dit qu'il fallait pas en acheter ou parce que à la télé ils ont dit que c'était pas sérieux. C'est-à-dire que là, t'en sais plus que l'immense majorité des journalistes, même des journalistes financiers qui ont jamais cherché à comprendre ce que c'était parce que c'était pas encore suffisamment dans la vibe et à la mode. Donc ça c'était pour que tu puisses vraiment comprendre et que tu puisses faire un choix qui est éclairé. Maintenant évidemment ce que je t'invite à faire c'est de continuer à t'informer. Moi j'ai sorti une formation pour t'aider à en acheter, mais tu as des tas d'autres contenus sur internet, des vidéos, des articles, des bouquins aussi qui vont t'aider à comprendre ce que c'est que le Bitcoin et quelle technologie il y a derrière. Moi évidemment je te dis là ce que j'ai appris ces derniers mois. Je suis pas expert, je suis pas technicien, j'ai pu faire des petites erreurs dans ce que je t'ai dit. Il faut bien le prendre en compte. Alors, attends, parce que j'ai mon petit plan sur mon Apple Watch là, c'est bien pratique ce truc. Hop, donc qu'est-ce qu'on a du coup? Une fois que tu as compris ça, tu as compris que le Bitcoin ça avait 3 avantages. Souvent on me demande quels sont les avantages. Premier avantage c'est la décentralisation. C'est-à-dire que ça appartient pas à une banque, ça appartient pas à une entreprise, ça appartient pas à un État. Ce qui fait que c'est une monnaie profondément libre. Ça veut dire que si ton État... Tu vois, on a envie de faire confiance à notre État ou à nos banques. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire confiance à personne. Je suis en train de dire que ça peut changer assez vite. On voit comme la politique ça évolue, on voit comme les gens sont remplacés rapidement. Et le Bitcoin, c'est une monnaie qui est totalement indépendante de tout ça. C'est-à-dire que si tu as une guerre dans ton pays, ou si tu dois le fuir, ou si tu as des problèmes, ou je sais pas quoi, tu peux partir à l'autre bout du monde, tu auras toujours ton argent. L'État peut pas fouiller dedans, l'État peut pas ponctionner dedans, l'État peut pas regarder quelle transaction tu as fait. Alors la liste, très important, le truc que je t'ai pas dit, c'est que la liste de toutes les transactions, la fameuse blockchain, elle est publique. Tout le monde peut regarder ce qu'il y a dedans. Par contre, elle n'est pas nominative. Ça veut dire que tu peux créer une adresse Bitcoin en 2 minutes, envoyer de l'argent dessus, personne ne peut savoir que c'est toi. Mais elle est publique, c'est-à-dire qu'on sait exactement tout ce qui se passe. C'est aussi ce qui assure la sécurité. Donc c'est une monnaie qui est décentralisée, c'est une monnaie donc qui est libre. Et forcément ça t'intéresse si tu es intéressé par la liberté, moi ça m'intéresse forcément. Et puis c'est une monnaie qui est profondément sécurisée, puisqu'elle est sécurisée par la technologie et pas juste par un tiers de confiance, pas juste par la politique. C'est une monnaie qui est sécurisée, qui existe depuis 8 ans déjà, enfin même plus maintenant, depuis presque 10 ans. Qui est toujours là, alors qu'il y en a plein d'autres qui sont apparus, qui est sécurisé si tu veux dans son fonctionnement de base, c'est-à-dire que le fait qu'elle soit pas centralisée dans un endroit qui peut être attaqué mais qu'elle soit partout, ça la rend totalement invisible, en fait ça la rend complètement impossible à hacker. Mais en fait il y a des nouveaux dangers évidemment, ça on n'y pense pas forcément, c'est pas des dangers qui peuvent menacer le Bitcoin en tant que tel, c'est des dangers qui peuvent menacer les gens qui en possèdent, qui vont pas forcément faire attention. Parce que par exemple, voilà, si tu t'intéresses au Bitcoin, tu vas vouloir en acheter. On l'a vu dans le live Facebook ce matin que je t'invite à aller voir. Tu vas pas forcément savoir comment est-ce qu'on peut te les voler, comment est-ce qu'on peut te les piquer, où est-ce qu'il faut que tu planques tes codes d'accès, etc., etc. Donc c'est très important si tu veux acheter des Bitcoins aujourd'hui, si tu veux te lancer dans cette aventure-là, de te former. Et puis le Bitcoin aussi, un gros avantage du Bitcoin, c'est que c'est une réserve de valeur. Moi personnellement, je vais donner mon avis. Moi je pense pas que le Bitcoin sera utilisé demain pour acheter sa baguette de pain. Je pense que les crypto-monnaies seront adoptées dans la vie de tous les jours, mais je pense pas que ce sera le Bitcoin qui sera utilisé dans la vie de tous les jours parce que c'est une des premières, c'est une des plus lourdes. Tu vois, il y a d'autres crypto-monnaies qui sont sorties depuis, comme l'Ethereum, qui sont souvent plus rapides, qui sont plus légères aussi, qui sont plus instantanées, qui vont être mieux pour les petites transactions du quotidien. Donc moi ce que je crois profondément, c'est que le Bitcoin ça va devenir exactement comme de l'or numérique. Aujourd'hui personne n'achète sa baguette de pain avec de l'or parce que c'est trop compliqué. Par contre l'or c'est une des monnaies les plus sûres, c'est une des réserves de valeur les plus sûres. Et je pense que le Bitcoin sera pareil, les gens vont pas forcément les utiliser tous les jours, mais les gens vont en acheter et vont l'utiliser comme une réserve de valeur sécurisée qu'ils peuvent emmener partout et dont ils ont les droits, qu'ils possèdent. Donc moi c'est ma vision sur le Bitcoin. Ensuite, donc par exemple, imaginons que tu pars en voyage, tu vois, un truc tout simple, tu pars en voyage, tu te retrouves à l'autre bout du monde, d'un coup tu as perdu ta carte bleue, tu vois, tu as un problème, ou alors ta carte bleue elle marche pas, tu as un problème avec ta banque ou tu n'as plus d'argent sur ta banque, si tu as des bitcoins, tu peux les récupérer à tout moment, n'importe où. Ça c'est assez génial. Alors attends, parce que je récupère
Je récupère juste mon petit plan là. C'est pas super bien foutu ce système. Là, j'utilise Evernote sur Apple Watch, mais ça me quitte l'application à chaque fois, donc c'est un peu pénible. Alors attends, je reviens. Donc ça c'était pour le Bitcoin, voilà. Voilà, donc ça te sert comme une réserve de valeur. Et puis bien sûr, c'est utilisé comme un investissement. C'est-à-dire que tu peux... Aujourd'hui, tu as de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Plus il y aura de gens qui vont s'y intéresser, plus il y a de gens qui vont en acheter, donc plus la valeur va monter. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur Facebook, oui mais le Bitcoin ça sert à rien parce que c'est indexé sur le dollar ou sur l'euro. On peut l'échanger que contre le dollar et des euros, donc ça vaut pas plus que des dollars et des euros. Si le dollar ou l'euro s'effondre, il n'y aura plus de Bitcoin. C'est pas vrai, c'est faux. Pourquoi? Parce que justement, on n'échange pas forcément du Bitcoin contre des dollars et des euros. On peut échanger les Bitcoins en fait contre n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est juste une réserve de valeur. Ce qui fait la force du Bitcoin, c'est que les gens considèrent que ça a de la valeur. Et justement, si aujourd'hui, si demain l'euro ou le dollar s'effondre, si demain tu as une économie qui s'effondre, mais ça va être un effet d'aubaine énorme pour le Bitcoin parce que le Bitcoin est une monnaie mondiale, c'est une monnaie décentralisée. Et c'est ce qu'on a vu par exemple en Argentine récemment, il y a une grosse crise et le Bitcoin là-bas a explosé. Et en Argentine aujourd'hui, tu peux aller au marché et acheter des légumes avec des Bitcoins parce que les gens font plus confiance en l'argent justement. Et les Bitcoins, tu peux pas seulement les échanger contre des euros, des dollars, tu peux les échanger contre absolument n'importe quoi, contre des services, contre des fruits et légumes, contre des voyages. Tu peux aussi les échanger contre d'autres crypto-monnaies. Donc ça n'a rien à voir justement avec l'euro, c'est l'inverse si tu veux. Et puis voilà, donc si tu veux, donc là vraiment le but de ce Makercast c'était de te donner un maximum d'informations, que tu puisses comprendre ce que c'est. Maintenant que tu as compris ce que c'est, tu as le droit de pas en vouloir, c'est très bien. Parce qu'au moins tu as choisi en connaissance de cause. T'as pas choisi parce qu'un journaliste a dit qu'il fallait pas, que c'était pas bien, ou qu'un gros banquier a dit que c'était pas sûr. T'as choisi parce que t'as compris comment ça fonctionnait et que t'as décidé que c'était pas pour toi ou que ça t'intéressait pas. Maintenant, si en écoutant ce podcast, tu t'es dit ok, il m'a convaincu, ça a l'air intéressant, j'ai envie d'en avoir un petit peu. On parle pas forcément de mettre toutes tes économies en Bitcoin. J'ai vu, il y avait un mec là qui avait vendu toute sa maison et tout pour vivre dans une caravane et tout mettre en Bitcoin. Je vais pas donner mon avis pour savoir si c'est bien ou si c'est mal. En tout cas, c'est pas le but de ce que moi j'ai envie de t'apprendre. Moi, ce que j'ai envie de t'apprendre, c'est juste à acheter et à stocker tes premiers Bitcoins. Et si ça t'intéresse, à développer une stratégie d'investissement qui va faire que tous les mois, tu vas mettre une partie de ce que tu gagnes, peut-être 15%, moi je mets à peu près 25%, c'est pas mal, mais t'es pas obligé de mettre autant, à peu près 15% de tout ce que tu gagnes sur le Bitcoin, ou alors le départager entre plusieurs crypto-monnaies. Le mieux c'est de pas mettre tous ces œufs dans le même panier, donc moi par exemple je mets la moitié sur le Bitcoin, l'autre moitié sur les autres crypto-monnaies. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti une formation qui s'appelle Bitcoin pour tous, donc je t'ai parlé hier, je t'invite à aller écouter le podcast, parce qu'on va assez loin dans le podcast, même si tu prends pas la formation. Donc je vais te mettre le lien en description vers le podcast et vers la formation, donc tu peux aller voir, c'est en description de ce podcast là. Et dans cette formation, le but c'est que je t'aide, je te montre, en fait je t'explique comment ça marche en détail, comment acheter des bitcoins, comment les stocker, comment les dépenser, comment les échanger, comment les sécuriser surtout, parce que ça c'était les trucs qu'on m'a pas dit, tu vois, que j'ai dû trouver tout seul. Comment sécuriser vraiment ces bitcoins, parce que tout le monde te dit faut les mettre sur une wallet, faut les mettre sur un portefeuille physique, ok, mais une fois qu'il est sur ton portefeuille physique, comment tu fais pour pas te faire piquer ce portefeuille physique, comment tu fais pour pas te faire piquer les clés qui permettent de le réinitialiser, etc. Bref, il y a énormément de choses à savoir. Et puis comment investir bien, parce que moi j'ai fait des conneries, tu vois, quand j'ai débuté, j'ai investi comme un investisseur de 12 ans que j'étais dans la tête, hein. Et donc j'ai commencé à acheter quand c'était en haut, à vendre quand c'était en bas, à tout vendre pour tout miser sur une autre petite crypto qui s'est effondrée le mois suivant. Donc des conneries j'en ai fait, tu vois. C'est pas une formation d'un expert qui est parfait, qui a tout compris. C'est une formation d'un gars, d'un débutant qui était très naïf, qui est tombé dans tous les panneaux des débutants, qui a compris maintenant comment il fallait faire pour faire ça bien. Et là depuis quelques mois, je grossis chaque mois en portefeuille. Ça fonctionne très bien. Le cours du Bitcoin explose, comme tu peux le voir si tu regardes les chiffres. Là il est en train de redescendre en plus, donc c'est le moment parfait pour commencer à investir, tu vois, il va être dans le creux de la vague bientôt. Donc voilà, je peux pas te garantir que ça va fonctionner, je peux pas te garantir que ça va pas s'effondrer, c'est pas un investissement qui est sans risque, tu me connais. C'est pas ce qui m'amuse le plus moi, les investissements sans risque, sauf la pierre, parce que la pierre au moins t'as un truc physique, t'as un truc à toucher. Mais genre livret A, je préfère encore tout mettre dans une start-up inconnue que mettre dans un livret A, tu vois, ça m'amuse vraiment pas. Donc voilà. Si ça t'intéresse, tu as les liens qui sont en description, tu peux aller écouter le podcast qui en parle. On va essayer demain là, de faire une interview avec un gars qui est un vrai expert pour le coup en Bitcoin, qui est encore plus jeune que moi, tu vois, donc il n'y a vraiment pas d'âge pour être expert en quoi que ce soit. Et on va essayer de répondre à vos questions en détail. Donc j'ai mis un post Facebook l'autre jour là où tu peux poser tes questions, n'hésite pas à le faire.
On y répondra demain ou après-demain. Puis moi je te dis à tout de suite dans la formation, enfin tu l'as sûrement déjà commencé là, vous êtes très nombreux à avoir pris vos places. Et puis à la prochaine dans le prochain Makercast, salut.